Chers auditeurs, bien le bonjour à vous. Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à votre émission mensuelle Carrefour de l'Afrique. Un nouveau numéro dédié, cette fois-ci, à un chapitre crucial de l'histoire africaine, la révolution algérienne et son impact fondamental sur l'émancipation des peuples africains. La révolution algérienne qui a éclaté le 1er novembre 1954 a été un mouvement de libération d'une portée exceptionnelle. Elle a défié les oppresseurs coloniaux et redéfini les contours de la liberté et la dignité. Au cours de cette émission, nous allons parler d'une épopée historique qui transcende les frontières nationales pour incarner l'esprit indomptable de la lutte pour la liberté. Nous irons au-delà des dates et des chiffres pour examiner comment cette révolution a eu un écho au-delà de ses frontières, influençant d'autres mouvements de libération à travers l'Afrique. La révolution algérienne s'est avérée être une force motrice pour la décolonisation en Afrique, suscitant des rêves d'indépendance et d'autodétermination dans de nombreuses nations du continent. Et pour justement parler sur ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau, à ma gauche, Hassan Arab, spécialiste de l'histoire. Bien le bonjour à vous Hassan Arab et merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie et je vous remercie d'avoir choisi cette thématique à l'occasion du déclenchement de la guerre de libération nationale le 1er novembre 1954. Et à ma droite, Abdelkader Soufi, politologue, enseignant et chercheur à l'université de Blida en Algérie. Bien le bonjour à vous et merci d'avoir accepté mon invitation, Abdelkader Soufi. C'est toujours avec un grand plaisir de me retrouver avec vous et sur les ondes de la chaîne Ifriqiya FM. Merci à vous, tout le plaisir est pour nous, Abdelkader Soufi. Alors j'aimerais qu'on commence avec vous, Hassan Arab, vous qui êtes spécialiste de l'histoire. On va parler de la révolution algérienne. Certainement, cette révolution algérienne a des racines. Alors, quelles sont les racines de la révolution algérienne, Hassan Arab? Lorsque les 6 responsables ont décidé de déclencher la guerre de libération nationale, ils ont réussi à catalyser l'ensemble des luttes, des résistances du 19e siècle et la lutte politique du XXe siècle, c'est-à-dire entre 1920 jusqu'à 1954. Donc ils ont adopté une démarche éclectique, c'est-à-dire ils ont réussi à se placer au-delà de toutes les contradictions qui traversaient le mouvement national, notamment le parti indépendantiste, le PPA-MTLD, qui traversait en 1954 l'une des crises les plus dures, les plus difficiles de ce parti, à telle enseigne que ce parti sera scindé en deux, les centralistes, c'est-à-dire les partisans du comité central du PPA-MTLD, et les messalistes, c'est-à-dire les partisans du leader de l'époque, Messali Hadj. Mais l'origine du 1er novembre, les origines immédiates, c'est le massacre, ou bien les massacres du 8 mai 1945. À ce moment-là, je pense qu'il y avait des militants qui ont compris que la solution à la colonisation ne peut être politique, mais elle est militaire. Donc, d'ailleurs, au lendemain, donc, c'est-à-dire avant la révolution, 1945, la résistance existait depuis 1830, depuis la colonisation de l'Algérie. La résistance n'a pas cessé. On doit rappeler que les Algériens n'ont jamais accepté le dictat colonial. Oui. Jamais. C'est-à-dire, de 1830, les Algériens ont rejeté. Parce qu'il faut rappeler que la colonisation algérienne, elle est un petit peu particulière. Elle nous rappelle la colonisation de la Palestine plus tard. Hein. Oui. Mais c'est l'installation d'une colonie de peuplement. Parce que en 1830, Clausel de Bourmont ne savait pas trop qu'est-ce qu'ils allaient faire de l'Algérie. Ce n'est qu'avec l'arrivée de Bugeaud, le sinistre Bugeaud, qu'on a pris la décision d'en faire une colonie de peuplement. Qu'est-ce que ça veut dire une colonie de peuplement? Ça veut dire chasser les autochtones par tous les moyens, soit par le biais
de la terreur, Oui. c'est-à-dire pousser les Algériens à partir, soit par l'extermination. D'ailleurs, Bugeaud a excellé en matière d'extermination. Les enfumades du Dahra de juin 1945, Très bien, oui. les assassinats, il y a une image que rapporte d'ailleurs l'un des écrivains les plus connus, Victor Hugo. Il a rapporté une image où des éléments de l'armée française, quand ils ont pris la ville de Constantine, Oui. vous savez qu'il y avait des gens qui mettaient les baïonnettes au premier étage et on jetait des enfants sur ces baïonnettes. Donc quand on tue un enfant, quand on massacre les enfants, ça veut dire c'est un processus de destruction d'un peuple. Oui. Qui est programmé. Et c'est ce processus que la colonisation a essayé. Donc, pour terminer sur les origines, donc, on a dit après le 8 mai 1945, il va y avoir une organisation au sein du parti indépendantiste, c'est-à-dire le PPA, lors du congrès de 1947, la décision de créer une organisation spéciale, l'OS, qui allait servir justement de fer de lance pour le déclenchement de la guerre de libération nationale. Mais au même moment, il y avait des députés de ce parti, je pense à Lamine de Barine, avec un discours extraordinaire qu'il faut lire aujourd'hui. C'est le discours du mois d'août 1947 au sein de la représentation française à l'époque, où il a dit clairement que la nation algérienne a existé et elle a toujours existé. C'est la catastrophe de 1830 qui a fait que ce pays est complètement déstructuré. Exactement, oui. Et puis, Lamine de Barine va prôner la nécessité de restaurer la nation algérienne, l'État algérien. Une phrase clé qu'on va retrouver par la suite dans la proclamation du 1er novembre 1954, mais qu'on va retrouver dans tous les textes fondateurs de la révolution algérienne. Je pense au congrès de la SOMAM. Nous allons y revenir sur ce texte fondateur. Exactement, Hassan Arab, Abdelkader Soufi, quelles étaient les revendications majeures du mouvement de libération algérien? Abdelkader Soufi. Je pense que je ne vais pas répondre directement à votre question, mais je donne la continuité de ce que disait mon ami et collègue Hassan Arab. Vous savez que pour parler justement de la révolution et de l'esprit de la révolution du 1er novembre, il faut revenir un peu en arrière pour mieux comprendre une nation qui a été non seulement malmenée, mais sur laquelle on a essayé d'exercer la solution finale, l'extermination totale de cette nation. Et de là, je crois que l'histoire retiendra par rapport à la colonisation, parce que l'histoire de l'Algérie, comme disait Hassan, elle est beaucoup plus profonde et beaucoup plus lointaine que le siècle et 32 ans de colonialisme. Mais du moment que nous sommes en train de parler du 1er novembre, il faut rappeler que il y a au moins 3 ou 4 périodes importantes dans l'histoire de l'Algérie. D'abord, les premières révolutions populaires. Et ces révolutions populaires ont été scindées en 2 parties. Révolution populaire organisée et non organisée, mais il faut rappeler que l'émir Abdelkader a jeté déjà les jalons de la nation moderne en organisant la nation, en mettant en place aussi à partir de cette organisation une loi qui a inspiré le droit international quant à la guerre, quant à l'histoire, la relation avec l'ennemi, aussi le traitement des prisonniers, et j'en passe. La deuxième partie, c'est plus pacifique, là où on commençait à prendre le relais par l'action politique vers
la fin du XXe siècle. Donc avec l'apogée des oulémas et d'autres personnes assez éveillées telles que l'émir Khaled. Oui. Et bien sûr ce qu'on appelait le père de la révolution, Messali Haj, qui a traîné la patte. Mais quand on parle de tous ces mouvements, Abdelkader Soufi, quelle était la revendication, c'est-à-dire qu'on pouvait retenir à l'époque, hein, la revendication du peuple? Il n'y avait pas de revendication. C'était la liberté, l'indépendance totale. L'indépendance depuis 1830. Donc les revendications, c'était la liberté totale et inconditionnelle de l'Algérie. Le peuple algérien n'a jamais cédé au colonialisme. Il a œuvré de différentes manières, d'une façon anarchique, d'une façon organisée, populaire organisée, d'une façon politique. Et à partir de 1945, on a compris que ce qui a été pris par les armes ne pouvait revenir que par les armes. Et c'est à partir de là qu'il y a eu l'organisation, la création de l'OS, et ensuite les prémices, les préparatifs à une organisation globale, parce que le FLN, la création du FLN, c'était la première fois où tous les partis politiques, tous les mouvances se sont fondus en une seule entité, en une seule action. Et c'est ce qui a donné l'apogée justement du FLN et cette source qui a non seulement inspiré d'autres révolutions dans la région, mais dans toute l'Afrique et dans tout le monde arabe, même plus que cela. Exactement. Hassan Arab, pour rebondir peut-être. Pour rebondir oui. et pour abonder dans le même sens que mon ami Adel Soufi, il y avait une revendication, mais c'était la principale, la oui. plus importante. Depuis 26, il y avait ce qu'on appelle, il a évoqué cette lutte politique, c'est l'istiqlal. L'indépendance. L'indépendance. Totale. L'indépendance totale, c'est-à-dire on a essayé donc d'avoir cette indépendance par ce qu'on appelle les voies légales. Ça n'a pas marché. Oui. Et puis il y a ce texte fondateur qui est une référence même pour l'Algérie d'aujourd'hui, la proclamation du 1er novembre 1900. La proclamation du 1er novembre 1954, dans laquelle tout est structuré de telle sorte à ce que l'unique et la seule revendication soit mise en relief, à savoir l'indépendance de l'Algérie. Donc, parce que les rédacteurs de ce texte fondateur, ils ont fait le procès. Ils ont d'abord décrit la situation et toutes les contradictions du système colonialiste de l'époque. Oui. Ils ont fait le procès de ce système colonial avant de le condamner et de dire que la seule issue est c'était le combat. Oui, c'était la lutte pour la liberté. La lutte de libération nationale. Oui. Donc, comme objectif, un seul objectif, c'était l'indépendance, c'est-à-dire faire en sorte, mais attention, l'indépendance à quel prix? C'est au prix du sacrifice, parce que c'est écrit. Ça, parce que d'ailleurs la déclaration la déclaration de novembre. Au prix du sacrifice. Mais ceux qui ont réfléchi à ils n'ont rien laissé au hasard, parce que l'idée d'internationaliser la question algérienne, parce que, attention, ceux qui ont déclenché justement, en parlant de la ils savent qu'ils ne vont pas. Hassan Arab, justement, en parlant de la déclaration du 1er novembre, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette déclaration? C'est un texte fondateur. On retient d'abord, ils ont défini les objectifs. Oui. C'est un appel au peuple algérien. C'est un appel au peuple. Proclamation au 1er novembre. D'ailleurs, on s'adresse directement, d'une manière directe. Vous qui êtes appelés à nous juger. Il se termine de nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai dit la notion de sacrifice. D'ailleurs, on va retrouver cet appel dans l'hymne national par la suite. C'est-à-dire, et dans la photo, parce que ceux qui ont, c'était pas des clandestins, c'était pas des hors-la-loi, ils avaient un visage, mais ils avaient un projet
qu'ils allaient mener gérer d'une manière collégiale. D'accord. Donc, cette proclamation, c'est ils ont défini les objectifs, d'accord, Oui, de la lutte. tout à fait. Ils ont défini les moyens, d'accord. Et ils ont réfléchi aux négociations, les préalables. Oui. Le seul préalable, d'ailleurs, clair, net et précis, c'est l'indépendance. C'est-à-dire, on ne peut pas négocier sans ce préalable. L'indépendance totale de l'Algérie. Mais ils savent qu'ils n'avaient pas les moyens d'affronter la 4e puissance du monde à l'époque. Qui était la France, oui. Donc, il fallait organiser une guerre de guérilla sur le plan interne et mener une bataille diplomatique, c'est-à-dire internationaliser la question algérienne pour qu'il y ait une solidarité sur le plan international. Ouais. Et cette idée remonte déjà à 1947 parce qu'il y avait en 1948 le fameux congrès de... Enfin, c'est une réunion du comité central de l'époque élargie de Sdin. Donc du côté de entre Chelf et Ain Defla, c'était un moment important. C'est là où Hussein Ahmed a remis un rapport sur son fameux rapport sur comment mener une guerre de Oui. guérilla. Le rapport existe, mais aussi, on a chargé M. Lamine de Barine à l'époque Oui. d'être en quelque sorte le responsable des relations extérieures du parti. Lamine de Barine était la façade politique de tous les militants qui voulaient passer à l'action armée. Donc Lamine de Barine, il avait déjà des contacts avec les Chinois. C'est pourquoi, il faut le dire aujourd'hui, les Chinois se sont engagés avec les Algériens d'une manière indéfectible. D'ailleurs, à un certain moment, ils ont même proposé un renfort humain, c'est-à-dire des soldats chinois pour venir aider les soldats de l'ALN. Ce que l'ALN, les responsables n'avaient pas. Ils ont dit on a besoin d'un appui politique et d'un appui donc matériel. Voilà. Donc le texte, il est d'une extrême importance. Oui. Il est d'une extrême importance parce que il a tout synthétisé. C'est-à-dire même ce qu'allait devenir l'Algérie. Ils ont écrit noir sur blanc que l'Algérie de demain est une... Non, mais dans les cadres. Si on vous pose, Hassan Arab, et j'aimerais la poser cette question à Abdelkader Soufi. Abdelkader Soufi, si on vous pose cette question, quel événement clé a marqué la trajectoire de la révolution algérienne? Ça va être quel événement, selon vous? Moi, je crois que 2 événements majeurs, à mon humble avis. D'abord, le débarquement des Alliés qui se sont retrouvés à Alger et qui ont promis, justement, après l'enrôlement des Algériens dans la Deuxième Guerre mondiale, leur indépendance. Et c'est parce qu'en 1945, le 8 mai 1945, les Algériens sont sortis clamer non seulement la victoire des Alliés, mais surtout clamer l'indépendance. Parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il y aurait donc parole. Oui. Chez les Occidentaux, notamment les Américains, ils l'ont promis, les Français aussi, sauf que les événements ont tourné autrement. Non seulement ils ont été traîtres par rapport à la parole, mais 45 000 Algériens de Steve Gelma Kharata, mais il n'y a pas que, parce qu'il y a Saïda, il y a Tiaret, il y a d'autres régions où ça n'a pas été comptabilisé, mais c'est parce que ce génocide a été tel que nous n'avions retenu que cela. Oui. Et c'est la plaque tournante. Ça a marqué les esprits politiques et révolutionnaires. Oui. Ceux qui voulaient passer aux armes depuis bien avant, et ceux qui pensaient que
cela ne pouvait être que politiquement. Là, ils étaient carrément sûrs que l'action ne pouvait être que militaire, mais ensuite, dans la suite des événements, tous les chefs de partis politiques et les plus, j'allais dire, engagés ont été emprisonnés jusqu'en 1947, où la France a essayé de créer la Constitution de 1947. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, l'idée n'a plus germé, mais elle était là, elle était présente, elle était toujours présente, dans les esprits des Algériens. Convaincu, voilà. Tout le monde était convaincu que le seul recours, c'était le combat, c'était le moyen pour aller vers l'indépendance, c'est prendre les armes communément et voilà, et se battre pour la liberté. Et le 1er novembre aussi a été symbolique, car c'était la Toussaint chez les Français pour dire que l'Algérie n'est pas française, n'est pas chrétienne. Oui. Parce que l'Algérie, elle est musulmane. Oui. 99% elle est musulmane. Et c'était aussi pour dire que l'Algérie était algérienne et que nous, voilà. les Algériens ne partagent rien avec. Et dans le respect, des religions. La révolution algérienne, elle a été sanglante envers les militaires. Et donc toute l'action a été contre la France militaire qui, comme disait à un certain moment mon ami Hassan, la France a mis tout son poids pour j'allais dire, anéantir la révolution, mais elle s'est dotée de l'arme de l'OTAN. Ça veut dire que c'est tout l'OTAN qui était derrière. Et cela nous rappelle ce qui se fait maintenant en Palestine, le même type de colonialisme. Et c'est un colonialisme qui se traduit aujourd'hui par cette horreur que vit une partie de la Palestine occupée. Et ça nous rappelle quand les moudjahidines qui étaient traités par les Français de flagas et de terroristes, quand ils menaient leurs actions contre l'armée française, la riposte française était contre les civils. C'était des villages qui étaient rasés un peu partout à travers le territoire national. Et cela n'a pu que donner plus de conviction et plus d'assurance et de volonté dans la réalisation de l'indépendance qui a fait de la révolution algérienne une révolution unique en son genre, mais inspiratrice des révolutions africaines. Rappelez-vous Nelson Mandela et l'ANC qui ont fait corps contre l'apartheid et qui ont trouvé refuge et qui ont trouvé surtout, j'allais dire, philosophie en la révolution algérienne. Elle a inspiré la révolution en Angola et bien d'autres pays africains. Elle inspire toujours les Sahraouis de la République du Sahara. Justement, j'allais vous poser une autre question, Abdelkader Soufi. Comment la guerre d'indépendance de l'Algérie a-t-elle impacté les autres mouvements de libération en Afrique? Vous êtes en train de parler de ça, justement. Alors, comment s'est fait cet impact-là? En fait, d'abord, c'est croire. Les Africains commençaient à croire en leur potentiel et que cette armée qui paraissait invincible, finalement, elle était vaincie. Ensuite, c'est que elle a donné un sens à l'Africain de mettre en exercice sa valeur culturelle. Et l'Africain n'était pas français, même s'il parlait français. Donc il avait cette possibilité d'être son propre chef et de pouvoir prendre sa destinée en main. Exactement. Et je crois que la révolution algérienne a été culturelle, a été militaire, a été politique, a été sportive. Mais a été aussi populaire. Et a été populaire surtout.
Et je crois que les populations africaines, nous les voyons même aujourd'hui avec ce panafricanisme montant et la diaspora africaine qui commence à dire que nous pouvons maintenant, après avoir eu cette indépendance politique, nous pouvons réaliser notre indépendance économique, mais ce qui vaut bien mieux que tout cela, nous pouvons être réunis tous et unis tous ensemble dans une action commune avec un partenariat de choix avec le facteur exogène qui sera que d'un apport gagnant-gagnant. Exactement. Et non pas un dictateur et celui qui mènera la barque en Afrique. Voilà. Alors, Hassan Arab, je reviens vers vous pour rebondir peut-être sur les propos d'Abdelkader Soufi ou bien pour rajouter quelque chose. J'aimerais rajouter, parce qu'il a parlé de le débarquement, c'est important, c'était un moment, comme il l'a bien souligné, le débarquement, l'opération Torche, le débarquement à Mselmoun, donc dans la région de Chefchaouen, des Alliés, etc. C'était un moment important, et puis le 8 mai 45. Mais il y a également un événement, c'est pas un événement, c'est la guerre du Vietnam. La défaite de Dien Bien Phu en 1954 a accéléré le processus. C'est-à-dire ils ont poussé un groupe de militants, parce que qui sont ces militants c'est pas des militants qui ne sont pas tombés du ciel. Là. Un groupe de militants qui étaient rompus, en rupture, sinon, avec les anciennes pratiques, avec les anciennes organisations politiques. Oui. Pardon. Oui. Et la plupart d'entre eux vivaient en clandestinité, parce que on a évoqué tout à l'heure l'organisation spéciale LOS qui allait servir de lance. Il faut savoir que cette organisation a été découverte en 1950. Une bonne partie de ces militants ont été arrêtés et d'autres ont réussi à certains à s'évader, certains à prendre donc à partir en exil, et d'autres ils vivaient en Algérie dans la clandestinité. Donc ce sont ces militants clandestins qu'on appelle les activistes qui ont compris que le moment était opportun pour déclencher la révolution avec donc la défaite de la France. Donc ils sont convaincus que la France n'est plus ce géant qu'on a essayé de montrer comme étant invincible. Et puis également, il y avait un précédent, attention, il ne faut pas oublier. Oui, Hassan. C'est la défaite, c'est la défaite de 1940. C'est la défaite de 1940 qui a fait que que les militants algériens ont compris la vulnérabilité de l'empire colonial. Et d'ailleurs, Giap, le général Giap, le stratège de la révolution du Vietnam, disait que oui, nous sommes donc nous avons mené une révolution importante, mais attention, la révolution algérienne reste spécifique. Pourquoi ? Il leur a dit, voilà, c'est le seul pays, l'Algérie, qui a réussi non seulement à combattre les colonialistes chez eux en Algérie, mais ils ont également exporté la révolution, ils ont déclenché même une lutte au sein de la métropole, c'est-à-dire sur le territoire de l'ennemi lui-même. Donc, et puis le mouvement révolutionnaire algérien, sa force est dans son unité. C'est un front. Tous les mouvements par la suite vont calquer ce front de libération nationale. Donc un front qui s'est placé au-delà. Au-delà de toutes les idéologies. Au sein du FLN, il y avait les ulama, il y avait les communistes, il y avait les nationalistes, il y avait tout le monde. Mais est-ce que le panafricanisme, Hassan Arab, parce que on est en train de parler de l'impact de la révolution algérienne sur... Oui, je vais vous passer le micro.
pour rebondir, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Par rapport à ce que disait Hassan, c'est important, la différence entre la révolution algérienne et la révolution vietnamienne. C'est que la révolution algérienne faisait face à un colonialisme de type différent, parce que c'était un colonialisme de peuplement. Ça, ce qui est difficile. Il est facile de faire la guerre à une armée, mais faire à une nation qui a fait son prolongement et qui a occupé tout le territoire et qui pense ne plus sortir, parce que c'était considéré comme étant la France. C'était le prolongement. L'Algérie était le prolongement de la France, oui. D'outre-mer. Voilà, oui. C'est la France d'outre-mer. C'est au même titre que la Guyane aujourd'hui. Donc c'était une lutte pour l'indépendance et un combat justement contre cette idée-là. Voilà. Pour dire que l'Algérie est algérienne et l'Algérie est aux Algériens. Alors on était en train de parler de l'impact de la révolution algérienne sur les autres mouvements de libération en Afrique, mais est-ce que le panafricanisme a-t-il influencé la révolution algérienne, Hassan Arab? Ah oui, notamment à partir du congrès d'Accra. 1958, l'Algérie était fortement représentée, ne serait-ce que par cette figure importante qui a beaucoup donné à la révolution algérienne, Frantz Fanon, qui, donc, c'était le moment où l'Afrique était solidaire, mais était forte par rapport à ses principes anticolonialistes. Donc Fanon, qui est reçu par Kwame Nkrumah, cette figure panafricaine par excellence, et il va rencontrer également la même année un autre leader qui sera assassiné par les néocolonialistes, Patrice Lumumba. Oui. Donc, du Congo. Et l'Algérie, Fanon disait que on ne peut pas envisager l'Algérie en dehors de l'Afrique, comme on ne peut pas envisager l'Afrique sans l'Algérie. Donc c'est la définition du panafricanisme par excellence. Et puis l'Algérie a su également accompagner, après son indépendance, accompagner tous les mouvements de libération, notamment en Afrique. Il a évoqué Abdelkader tout à l'heure, l'Angola, le Mozambique, mais aussi la lutte contre le système d'apartheid. Et est-ce que la révolution algérienne a changé la perception de l'Afrique dans le monde? Justement, je voulais dans la continuité, parler dans la continuité de la révolution. Ça veut dire que l'Afrique contemporaine aujourd'hui et la production justement de ce type de révolte qui a donné une philosophie qui prend en considération la spécificité locale. Aujourd'hui, la doctrine des approches algériennes repose justement sur le manifeste du 1er novembre. Et ce manifeste du 1er novembre qui a dessiné quelque part les contours de la nation algérienne est inspirateur, non seulement pour l'Algérie, mais pour le panafricanisme. Regardez, depuis les différentes crises qu'a connues le monde, la crise économique, la crise financière, sanitaire, a donné à réfléchir à l'importance de l'État-nation. Et que beaucoup de pays en Europe qui pensaient pouvoir compter sur l'unité européenne, ils n'ont rien trouvé de cela. L'Algérie qui s'est retrouvée dans cette crise de plein fouet a été, grâce à l'action salvatrice des Algériens, qui ont pu contourner justement les différents problèmes, d'abord par rapport à cette politique, mais surtout la conjugaison des efforts de tous, du secteur public, privé, des universitaires, où on a pu créer des machines jusque-là qu'on importait d'ailleurs. Mais cela a consolidé surtout la position politique. Cette consolidation de la position politique avec l'avènement du président Abdelmejid Tebboune, qui s'est engagé sur 54 points afin de redorer le blason de l'Algérie, a encore une fois inspiré le panafricanisme. Et cette forme de révolution contre
l'occupation coloniale française dans l'Afrique de l'Ouest et d'autres pays où on voit une émergence beaucoup plus importante chez les Africains qui ne veulent compter que sur leur potentiel réel et qu'on voit des fois des actions conjuguées entre différents pays africains. Nous avons vu que cette possibilité de commercer, de faire de l'économie, d'échanger culturellement, économiquement, technologiquement en Afrique, c'est possible. Et cela a pris une ampleur extraordinaire ces trois dernières années. Et cela n'est que le produit de quelque chose. C'est quoi? C'est cette révolution du 1er novembre, moi je dis, qui a dit qu'avec la volonté et l'amour de son pays et la volonté d'aller de l'avant, on peut faire. Et là, c'est en train de se réaliser. Alors, j'aimerais, parce que c'est bon, cette émission arrive à sa fin. L'Algérie est toujours en combat. L'Algérie combat maintenant pour sa souveraineté, pour défendre ses principes, pour le développement. Donc, en quelque sorte, la révolution, c'est toujours maintenant la révolution. Hein. C'est la révolution des jeunes, la révolution du peuple algérien, du pays. C'est ça, Hassan Arab, pour terminer. Pour terminer, il faut dire que la révolution algérienne reste donc un modèle. Et certains révolutionnaires algériens constituent également des références et des pères fondateurs pour non seulement la génération des Africains, la génération donc des indépendances, mais aussi même les autres générations. Je pense... Ah oui, la révolution des jeunes. Je pense à Thomas Sankara, avec sa révolution de 1984. Thomas Sankara, il connaissait très très bien le processus révolutionnaire algérien. D'ailleurs, il disait, il disait que c'est mon modèle, c'est la révolution algérienne. Et puis il y avait la révolution cubaine, les Cubains qui étaient également nos amis, parce que il ne faut pas oublier qu'ils ont mené également une guerre de libération, une révolution au sens propre du terme. C'est pas simplement une guerre, une révolution, parce que il y a eu un changement. On est passé de la très très longue nuit coloniale à l'indépendance, et une indépendance au jour, à la lumière. Voilà. Merci mes invités, Hassan Arab et Abdelkader Soufi, merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir aussi répondu à mes questions. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission Carrefour de l'Afrique, votre émission mensuelle sur Ifriqiya FM. Merci, restez branchés sur les ondes de notre radio Ifriqiya FM, la voix africaine.